Martine Biron, Michel David, Christian Dufour et Daniel Thibault, bonsoir. 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 Daniel, on va parler d'armes à feu dans une seconde, mais je vous fais entendre la mairesse de Montréal qui, justement, réclamait des gestes plus concrets de la part d'Ottawa pour tenter d'enrayer ce fléau d'armes qui se promène, entre autres, à Montréal. Que le gouvernement fédéral entende la demande de Montréal, mais pas seulement de Montréal, mais de plein d'autres grandes villes qui disent qu'il doit y avoir un contrôle des armes à feu. Oui, les armes d'assaut, on en est heureux que le gouvernement fédéral ait pris ses responsabilités là-dessus, mais je le demande que ce soit également pour les armes de poing, là, parce que c'est un fléau en ce moment et ça n'a pas de sens que ce soit uniquement les villes qui légifèrent une à la suite de l'autre, parce que bien sûr, les armes se promènent. Bon, Daniel, je pense qu'elle va être déçue, Madame la mairesse, parce que ce qui s'en vient, ça concerne les armes d'assaut, sauf erreur, et non pas les armes de poing. Oui, voilà. À moins que le gouvernement ait une surprise dans sa poche. Mais pour l'instant, ce que l'on sait et ce que l'on a appris dans le courant de l'après-midi, c'est que le gouvernement va déposer la semaine prochaine ce fameux programme de rachat des armes d'assaut qui ont été bannies le printemps dernier. Rappelez-vous, il y en avait 1500 modèles et variantes là, qui ont fait l'objet de cette première mesure-là. Alors, le gouvernement va mettre sur pied ce programme de rachat qui ne sera pas obligatoire. C'est une particularité. On n'avait jamais promis qu'il serait obligatoire, mais on avait un peu laissé entendre que ce pourrait être le cas. Ce qu'on va faire, selon nos informations, c'est qu'on n'obligera pas les gens à transiger ou à échanger leur arme contre de l'argent. Ceux qui vont décider de la garder devront la rendre inopérante. Et puis, à travers tout ça, on va donner probablement des pouvoirs supplémentaires aux policiers pour intervenir plus rapidement si jamais il y avait menace à la vie ou violence. Mais bref, on est là. Ça devrait être annoncé la semaine prochaine. Mais vous qui avez une grande mémoire, Daniel, rappelez-moi, quand ça avait été annoncé en campagne électorale, je me souviens que il y a beaucoup de maires qui avaient dit « Monsieur Trudeau, c'est pas assez contraignant. Vous nous laissez le fardeau d'obliger les gens et tout ça, et on veut un programme plus clair et plus dur. » Oui, et on avait décidé, peu de temps après la campagne électorale, du côté du gouvernement, de scinder ça en deux et vraiment gérer la partie armes d'assaut directement avec le programme dont je viens de vous parler, les règles qui ont été établies le printemps dernier. Et jusqu'à nouvel ordre, la question des armes de poing, ça demeurait un élément qui était dans la cour des municipalités. Maintenant, est-ce que les événements des derniers jours pourraient changer la donne un peu? Est-ce qu'il y a davantage de pression? Je suis persuadé que ça a suscité une discussion. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'indication qu'on bouge de ce côté-là. Très bien. Daniel, c'est toujours un plaisir. Vous venez quand vous voulez à ce panel. Merci. Un petit mot là-dessus, peut-être, Martine. Les armes, en fait, c'est complexe. Et à chaque fois qu'il y a des événements, il y en a eu à Montréal récemment, là, on rappelle à tous les paliers de gouvernement, faites-en plus, quoi. C'est un classique. C'est un dossier qui est très, très sensible au Québec et c'est une bataille qui dure depuis plus d'une trentaine d'années, depuis la tuerie de Polytechnique. Et ça demeure toujours difficile d'avoir un programme qui fonctionne et d'avoir essentiellement ce qu'ils veulent. Ça reste toujours très difficile de contrôler les armes à feu au pays. Oui. Un petit mot là-dessus, Michel David, Christian Dufour. Oui, bien, écoutez, je trouve que c'est une demi-mesure de la part du gouvernement fédéral. On dit on va racheter des armes qui sont interdites, mais si vous ne voulez pas nous les vendre, bien, vous pouvez les garder. Il y a quelque chose d'incomplet là-dedans. Et puis, de toute manière, on l'a vu, la mairesse, on a vu l'intervention de la mairesse, le débat s'est déplacé. Là, on parle des armes de poing. L'idée de confier ça aux villes, écoutez, là, vous faites acheter un fusil à Longueuil parce que c'est interdit à Montréal, puis vous promenez avec. Il y a quelque chose qui est tout à fait incongru là-dedans. Là. Hier, ce qu'on disait, c'est que c'est devenu une mode aussi dans les vidéos, les armes de poing, là, c'est devenu une mode d'en posséder dans certains groupes, évidemment. Là. Christian, un petit mot là-dessus. Bien, c'est un aspect inquiétant de l'américanisation croissante du Canada. Les États-Unis, c'est une société beaucoup plus violente que la nôtre et on a l'impression parfois que dans les villes, en tout cas, au Canada, ça peut augmenter. Cela dit, c'est un dossier délicat, comme le dit Martine. Même au Québec, on a souvent tendance à dire qu'au Québec, il y a plus un consensus pour le contrôle des armes à feu. Mais dans les régions du Québec, il y a quand même une tradition, en fait, de gens qui possèdent les armes. Donc, on va voir ce que le gouvernement va déposer. Mais c'est pas un dossier qui est simple, ça. C'est pas facile de le caricaturer.
Les barrages, pas barrages, c'était clair qu'il n'y en aurait pas. Il y a quelques semaines, on disait non, c'est pas efficace, les policiers ont d'autres choses à faire. Là, il y a une pression de certaines régions, il y a une pression de l'opposition, il y a une pression peut-être de l'opinion publique qui serait rassurée peut-être ou pas. Je vous fais entendre Isabelle Melançon du Parti libéral, Pascal Bérubé et la réponse. Très honnêtement, là, des variants, il y en a aussi en Abitibi. On l'a vu ce matin. Il y en a aussi à Montréal. Il y en a dans différentes régions. Moi, je pense qu'on va devoir éviter qu'il y ait trop de circulation d'une région à l'autre. Je pense que ça, là, c'est clair. Le statu quo est impossible. On ne peut pas vivre une semaine de relâche sans qu'il y ait aucun contrôle. Je vous rappelle, Doug Ford a dit nommément que les Québécois ne sont pas bienvenus en Ontario. Avec un ami comme ça, on peut comprendre qu'il prend les responsabilités pour sa province, mais nous, est-ce qu'on en prend? Encore une fois, on est en retard. Ça dort au gaz. Le contrôle des allées et venues entre les provinces et à l'intérieur de la province font partie de nos discussions et de nos préoccupations continuelles. Bon, on ne jouera pas au devin, mais Martine, quand même, tour de table, est-ce qu'on prépare les gens en fonction de l'établissement de certains barrages? Ça me semble évident. Je ne sais pas si ça va être des barrages comme tels, à proprement dit, partout d'une région à l'autre, mais oui, il va y avoir des consignes. M. Legault n'a pas une énorme marge de manœuvre parce que le déconfinement n'est pas si gros que ça. Là, il peut jouer avec le couvre-feu, il peut jouer avec la surveillance du territoire et oui, il peut jouer avec les barrages. Mais les barrages, les voix qui s'élèvent pour obtenir des barrages viennent surtout des régions oranges. Et encore dans les régions oranges, on est assez divisé sur ce point-là. Parler aux gens qui détiennent des chalets, des hébergements touristiques, ils veulent que les gens puissent entrer avec des consignes. Alors, le gouvernement Legault jongle avec ces positions-là pour mettre de nouvelles consignes plus efficaces, mais c'est peut-être pas le barrage à proprement dit. On s'en va sur des mesures plus strictes. Oui, au Saguenay, en Abitibi, dans l'est du Québec, en Gaspésie. Michel David. Bien, il y a deux choses. Est-ce que pour la semaine de relâche, on devrait mettre des barrages? Là, ça pourrait sembler justifié dans la mesure où, bon, il va y avoir une grosse circulation des gens qui vont se promener. Je ne suis pas convaincu, personnellement, que ça soit absolument nécessaire, mais bon, ça pourrait se justifier. Pour ce qui est des variants, il me semble qu'il est un petit peu tôt encore là, pour conclure à la nécessité des barrages. Il y a une chose, par contre, c'est qu'au début, souvenez-vous, quand on avait demandé à M. Legault pourquoi pas de barrage, et là, il nous avait dit, bien, écoutez, là, les policiers ont d'autres choses à faire que de surveiller. Et là, tout d'un coup, apparemment, bien, il pourrait le faire. Alors, encore là, la pensée de M. Legault évolue. Hein? Oui, Christian. Bien, M. Legault se fait servir la même médecine qu'il a servi à Justin Trudeau en ce qui a trait à la fermeture des frontières à l'étranger. C'est comme il y a une pression des trois partis d'opposition qui veulent carrément qu'il y ait des barrages, qu'on ferme des relations entre les régions. Aussi, il faut quand même rappeler que M. Legault paye le prix pour ne pas avoir été capable d'affronter les syndicats puis de la reporter carrément la semaine de relâche. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que là, on est en phase de mesures liberticides. Hein? Je veux dire, quand on a commencé quand on commence à limiter les libertés, c'est plus facile encore de le faire. Quelle est la base scientifique de ça? Quelle est la base sanitaire de ça, au-delà de la peur, au-delà de la panique? Donc, j'espère, moi, que le gouvernement, avant d'instaurer des barrages comme ça, va y penser comme il faut. Puis je suis déçu. Moi, je suis un de ceux qui étaient contents que les trois partis d'opposition se remettent à fonctionner. Je regrette quasiment l'unanimisme d'avant parce qu'on dirait que tout ce qui nous dit... Non, mais c'est vrai, on dirait que tout ce qui nous dit... Vous dites qu'il y a une surenchère. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une surenchère. À qui? La pression, il y a de la démagogie. Moi, je trouve qu'il y a énormément de démagogie là-dedans et j'espère que le gouvernement va être capable d'y résister, à moins qu'on nous prouve que c'est nécessaire. On ne fait pas ça si ce n'est pas absolument nécessaire. C'est important, les libertés. Oui. Manoir Liverpool. Je vous fais entendre Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui, qui parle de cet endroit qui a fait l'objet d'un rapport en disant qu'il y avait eu de la maltraitance pendant des années, d'une résidence privée qui reçoit des fonds publics. Et je vous fais réentendre hier, quand on a posé la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le patron du CIUS de l'époque, qui était responsable donc du traitement qu'on faisait dans cette maison-là, c'est Daniel Paré, qui est maintenant grand responsable des vaccins, de la vaccination. Alors, au nom de l'imputabilité,
devrait-il payer un prix, oui ou non? Ça va être la question que je vais vous poser dans une seconde, mais d'abord, on écoute. Il faut que le scandale Liverpool soit au RPA ce que le scandale Aaron a été au CHSLD privé, c'est-à-dire un signal d'alarme. Il faut absolument mettre fin au Far West dans le domaine des RPA. Est-ce que les explications du PDG vous convainquent et est-ce qu'il peut rester en poste compte tenu de cette information-là? Je vais laisser... oui, ça me préoccupe, donc j'ai posé la question au ministre de la Santé. Monsieur Paré, au cours des dernières années, pendant qu'il était PDG de Chaudière-Appalaches, a eu des cas de maltraitance, puis à chaque fois, il ne s'est pas gêné pour fermer ou changer les propriétaires d'établissements. Il l'a fait dans 13 cas. Comment ça se fait que des cas aussi graves n'ont pas remonté jusqu'à la haute direction du CIS? Comment on a agi dans la chaîne de commandement? Alors, Daniel Paré, qui était grand patron, doit-il, qui est maintenant, je vous le rappelle, grand patron de la vaccination, doit-il payer un prix, comme il était le patron à l'époque? Martine, tour de table. Bien, monsieur, visiblement, monsieur Legault s'est gardé une petite gêne pour prendre sa défense. Il a envoyé la balle au ministre de la Santé. Ça veut dire qu'au gouvernement, leur tête n'est pas tout à fait faite encore. L'enquête n'est pas complète et on est en train d'évaluer la situation. Il y a des enquêtes qui sont entrées là-dedans. Monsieur Paré dit qu'il n'était pas au courant. Si c'est vrai, et si c'est vrai qu'il est aussi compétent, on peut penser que le système ne fonctionne pas et que probablement qu'il y en a d'autres cas comme le manoir Liverpool au Québec, parce que sans doute qu'il y a d'autres PDG de CIS tout aussi compétents que lui. Alors ça, c'est une inquiétude. La deuxième chose, et là-dessus, je rejoins le ministre de la Santé qui dit qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Si M. Paré n'était pas au courant, qui était au courant et qui est responsable d'autant de maltraitance pendant autant de temps? C'est presque criminel. Peut-être que la police devrait s'en mêler. Pour les gens qui n'ont pas suivi ça, peut-être, c'est possible, on fait comme si tout le monde savait que c'est ce qui est arrivé. En fait, c'est un rapport assez accablant qui montre la malnutrition. Dans certains cas, il n'y a pas eu de bain pendant une longue période de temps, tout ça. Donc, c'est pas Aaron dans la mesure où Aaron, c'est le pire du pire. Les gens mouraient il n'était pas nourri, il était abandonné. Là, c'est pas aussi pire, mais c'est un traitement qu'on ne veut pas voir au Québec en 2021 pour les personnes âgées dans une résidence de personnes âgées. Michel David. Oui, j'ai beaucoup de misère, moi, à croire que M. Paré était au courant de rien et je vous explique pourquoi. L'enquête du CIS a été lancée à la suite d'un reportage de Radio-Canada qui avait déjà mis au jour ces lacunes-là. Et j'ai vérifié dans le reportage, il était bien précisé que notre collègue qui a fait l'enquête avait demandé au CIS de Chaudière-Appalaches de commenter ces informations-là. Et le CIS avait dit « on ne veut pas commenter ». J'imagine que la personne à qui notre collègue s'est adressé a dû référer quelque part pour dire « écoutez, le Radio-Canada a une enquête puis il nous demande de commenter, qu'est-ce qu'on fait ?» Que ça n'ait pas remonté jusqu'en haut, ça m'étonne beaucoup. Alors, à partir de là, je comprends que là, M. Paré est dans une opération de vaccination délicate. Je pense que c'est plutôt ça qui explique l'hésitation du gouvernement. Peut-être qu'en d'autres circonstances, on ferait ce qu'on fait souvent dans des cas comme ceux-là, c'est-à-dire qu'on le suspendrait temporairement de ses fonctions en attendant de connaître le fond de l'affaire. Mais que maintenant, on se dit, ouais, bien là, changer de pilote au milieu de la course, même si la course a ralenti, là, je parle de la course au vaccin, alors, je ne suis pas certain, moi, que la vraie raison, c'est qu'on croit nécessairement la version de M. Paré. D'où la réaction hier de M. Legault, effectivement, comme soulignait Martine, parce qu'il a dit ça m'inquiète, puis il a passé la parole à son ministre. Christian Dufault. Je suis assez d'accord avec Michel. Bon, si M. Paré n'était pas au courant, il aurait dû être au courant. Et le problème, en mon sens, c'est qu'on est en face de monstres bureaucratiques où il n'y a plus d'imputabilité possible, en définitive. Et ça nous ramène au fait que le problème auquel on est confronté au Québec en ce qui a trait à ces systèmes-là, ça ne peut pas être réglé par une enquête du protecteur des citoyens. Là.
n'en déplaise à M. Legault. Je ne comprends pas pourquoi M. Legault... Je comprends qu'il y a le mauvais souvenir de la commission Charbonneau, là, qui avait duré tellement longtemps, coûté tellement cher, avec des résultats très, très contestables. Mais ce n'est pas un problème de la CAQ comme tel. C'est un problème de la société québécoise depuis 20-30 ans, les systèmes de santé. Pourquoi? Ça confirme le fait qu'il faut avoir une commission d'enquête là, très élaborée pour examiner ces modes de fonctionnement-là, parce qu'il n'y en a plus d'imputabilité. C'est très gênant, en fait, que le gars qui est quand même formellement responsable de Liverpool, vous avez parlé d'Aaron, ça nous a fait penser à Aaron quand même. Ce gars-là est au cœur de la campagne de vaccination. Ça marche pas. On a l'impression que c'est toute la même gang, là. C'est une série de fonctionnaires entre eux autres, là, qui se nomment, Donc, quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis rappelons que ça monopolise 50 du budget du Québec. Moi là, je critique jamais les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui sont sur leur terrain. Mais toute cette infrastructure bureaucratique-là, ça ne marche pas. C'est ça le problème. C'est pas la protectrice citoyenne qui va régler ça. Très bien. C'est bien compris, Christian. Là, je vais me laisser il me reste de temps, 3 minutes. C'est pas la gaffe du siècle, c'est pas... Mais je veux avoir votre avis sur ce qu'a fait le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'écoute, c'est en anglais, c'est la fin d'une conférence de presse aujourd'hui où il se posait des questions sur M. Legault. Il disait la bulle familiale, pas de bulle familiale, on écoute. In terms of looking good, in terms of having the right message to tell everyone that they're doing an awesome job, that they're a lot ahead. Like that they have prepared. What do you mean by that? Can you give an example? On top of my head like this, François Legault doing snowboard in his backyard. By the way, with his children in the backyard, which is a violation of public health rules, because they're not living in the same household. Bon, il y a eu un tweet après de Paul Saint-Pierre Plamondon. Pour revenir sur mon affirmation ce matin en point de presse, nous disposions d'autres infos nous indiquant que les 2 fils du PM n'habitaient pas chez lui. M. Legault confirme que ses enfants vivent à son domicile, donc il y a une bulle. Je crois ces paroles et retire mes propos. Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, Martine. Bien, il y a une règle non écrite, je pense, à Québec, qui est on ne touche pas aux enfants ni aux conjoints des politiciens, à moins d'avoir des preuves béton. M. Saint-Pierre Plamondon s'est brûlé les doigts. Et je vous dirais que le bruit courait depuis la semaine dernière dans le caucus péquiste que les enfants de M. Legault n'habitaient pas avec lui. Est-ce qu'il s'est fait prendre par les oui-dire de son caucus à cause peut-être de son inexpérience? Mais il s'est vraiment fait prendre dans la trappe. Michel David. Oui, je me souviens d'avoir entendu M. Legault au printemps dire qu'il s'ennuyait de ces gars parce qu'ils n'habitaient pas avec lui. C'est peut-être sur cette impression-là que M. Saint-Pierre Plamondon a lancé sa charge. Maintenant, la situation a pu changer. M. Legault était à Québec à ce moment-là. Ses fils étaient, je présume, à Montréal. On aurait dû faire la vérification. Et je trouve que M. Saint-Pierre Plamondon tire un peu vite dans toutes les directions. Je comprends qu'il veut de la visibilité parce que sa situation fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce genre d'accusation-là doit être vérifié avant de lancer ça sur la place publique. Oui, Christian, il reste peu de temps. C'est pas glorieux du tout. On voit que le contexte actuel amène même des gens comme Paul Saint-Pierre Plamondon, qui semble avoir une certaine classe, à faire des choses un peu quasiment basses, en fait. Très dangereux de se mettre attaquer individuellement les gens comme ça. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.